Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre dans La Chose Commune, votre magazine hebdomadaire de Studio F qui parle d'environnement, de développement durable et autres initiatives porteuses de sens. Cette semaine, je suis avec Thomas Prigent. Bonjour Thomas. Bonjour. Pour parler de conversation carbone, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait dans nos vies? On va parler de cette initiative qui tend à produire du sens dans nos consommations et dans notre façon de voir et d'envisager notre empreinte carbone. Thomas Prigent, donc, quel est votre rôle au sein de Conversation Carbone et de nous représenter évidemment cette structure, cette association? Eh bien, donc bonjour à tous. Alors, moi, je suis ce qu'on appelle co-facilitateur. On pourrait aussi dire co-animateur des conversations carbone. Donc, je co-anime ces conversations avec un ami qui s'appelle Stéphane de Canton. Et voilà, donc moi je le fais au titre de mes fonctions professionnelles au sein de Biocentre, qui est la Fédération de l'agriculture biologique en région Centre. Et Stéphane, lui, intervient au titre de l'association Blésois Naturellement, dont il est au sein de laquelle il a une responsabilité. Voilà. Sur les conversations carbone elles-mêmes, l'origine, c'est deux personnes en Angleterre, un ingénieur, donc un technicien, et une psychothérapeute, qui ont réfléchi à la manière d'aborder cette question de l'empreinte carbone avec les gens. On a l'habitude d'en entendre parler de manière très technique, en disant voilà, il ne faut pas dépasser 10 tonnes ou 5 tonnes ou 2 tonnes par personne et par an. Là, l'idée, c'est effectivement de parler de ça, mais de l'aborder sur un plan peut-être plus personnel, en allant rechercher, en proposant à chacun et à tous des temps d'introspection, d'échange, de partage, de co-construction aussi de solutions, pour finalement raccrocher cet enjeu de diminuer son empreinte carbone à l'histoire, aux émotions, à ce qui, chez chacun, singulièrement dans son parcours, peut constituer des freins, mais aussi des leviers. Je voyais effectivement donc l'initiation de cette conversation carbone part en 2006 du Royaume-Uni, et puis a priori c'est vers 2014 que le premier groupe français naît dans la Drôme avec Negawatt, et puis ensuite conversation carbone en France à partir de 2016. Je regardais, je tiens les infos du site internet de Conversation Carbone. Je voyais quand même que Conversation Carbone a été largement portée par d'autres structures comme Negawatt, l'ADEME, etc. Donc on voit bien la co-responsabilité dans ce cheminement, dans cette démarche. Comment sont portées à l'échelle départementale ou régionale ces conversations carbone et avec qui notamment? Oui, peut-être. Alors juste un mot sur la question de la sobriété, effectivement, avant de répondre à votre question. L'enjeu de tout ça, c'est la transition énergétique et écologique. C'est-à-dire comment on adapte notre mode de vie aux ressources dont on dispose. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. On brûle à toute vitesse le peu de réserves qui nous restent et on va droit dans le mur. Et donc dans cette transition énergétique, il y a 3 leviers. Il faut être plus efficace, il faut avoir plus d'énergie renouvelable, mais il faut aussi et surtout être plus sobre. C'est-à-dire qu'il faut sans doute abandonner l'idée que le progrès technique va nous sauver et trouver des solutions qui vont nous permettre de continuer à consommer autant d'énergie. Ça s'avère pas très peu probable. Et donc ici, sur le territoire, c'est dans le cadre d'un programme qui s'appelle Life for Climate, qui est porté par Aglopolis, la communauté d'agglomération. Et donc la communauté d'agglomération a été retenue en tant que lauréate de ce programme pour mettre en place, pour mettre les citoyens autour de la table et leur permettre de réfléchir à toute une série d'initiatives qui amène justement à diminuer individuellement, collectivement, l'empreinte carbone du territoire, qui l'amène vers plus de sobriété. Donc il y a différentes... Alors moi je ne les connais pas toutes, mais je sais que par exemple il y a un projet qui avance bien en ce moment d'autopartage sur Blois. Tout à fait, on en a parlé assez récemment dans cette émission. Impeccable. Ouais, qui est aussi donc porté effectivement par Life for Climate. Exactement. Et donc dans la palette des solutions proposées ou imaginées ou inventées dans le cadre de Life for Climate, ont émergé les conversations carbone. Voilà. Et donc un certain nombre de personnes sur le territoire ont été sollicitées par Aglopolis pour les co-faciliter. Et donc ça a été mon cas, ainsi que celui de mon partenaire Stéphane. Voilà. Et donc on a été nous-mêmes dans un premier temps formés, on a eu en quelque sorte une formation de formateurs par des personnes de Negawatt
précisément, venu de la Drôme, venu de la bio-vallée de la Drôme. Donc effectivement, là où a priori le projet est né en premier en France. Exactement, c'est là que le projet a atterri un peu en France, et que depuis, il essaime, puisque je crois de mémoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, on était la 22e promotion, entre guillemets, le 22e groupe à être formé pour essaimer les conversations carbone sur un territoire. Et donc, je crois aussi le premier en Loir-et-Cher et peut-être même le premier en région centre. En tout cas, le premier, je ne sais pas, mais effectivement, on voit que Life for Climate a décidé de s'emparer des conversations carbone, puisqu'il y a aussi un groupe sur Tours, il me semble. Ah bah très bien. Voilà, pareil, les infos viennent du site. Par quel axe, vous l'avez mentionné Thomas déjà, mais par quel axe Conversation Carbone entend-elle changer les mentalités? Alors, en me renseignant, et puis ça transparaît dans ce que vous avez dit, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de déculpabilisation, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas de mettre les gens face à leur consommation, leur poids et leur empreinte carbone, et pas de le relativiser, mais en tout cas de le mettre en perspective pour pouvoir envisager des changements, c'est ça? Oui, c'est ça. L'idée, c'est de surtout pas appliquer une règle ou un objectif radical à tout le monde. Ouais. De prendre en compte le fait que chacun, comme je disais tout à l'heure, en fonction de son histoire, de son parcours, de sa sensibilité, va pouvoir agir plus facilement et plus rapidement et plus profondément sur certains axes et moins sur d'autres. Pour prendre un exemple très concret, très basique, quelqu'un dont les enfants et donc éventuellement même à un moment donné les petits-enfants ont choisi d'aller vivre ou pas d'ailleurs, mais enfin bref, vivent à l'étranger. La question de prendre l'avion ou pas ne se pose pas du tout de la même manière que pour moi qui ne le fais plus, mais l'a fait à une époque pour des raisons d'agrément. Voilà. Donc ça, c'est... Et donc on ne peut pas traiter cette question-là de la même manière pour l'un et pour l'autre. Et donc en fait, concrètement, dans les conversations carbone, c'est un cycle de 6 rencontres qui durent 2 heures chacune, à raison d'une fois toutes les 2 semaines à peu près, pour une dizaine de personnes maximum, plus les deux co-facilitateurs. Ouais. Et en fait, on va balayer, au fil de ces 6 rencontres, les grandes thématiques de notre consommation. On va parler des transports et de la mobilité, on va parler de la maison et des usages de la maison et du jardin, on va parler de l'alimentation, on va parler des autres consommations, ce qu'on peut acheter ou pas au quotidien, est-ce qu'on en a vraiment besoin. Et puis on va enfin parler à l'arrivée, on va parler de, une fois que nous-mêmes on a réfléchi à tout ça, est-ce qu'on a envie d'en parler à d'autres et comment on fait? Parce qu'on sait bien que ces questions-là, elles sont parfois délicates, voire épidermiques, dans les conversations avec les collègues au boulot, dans les repas de famille, dans les conversations avec ses amis. Donc est-ce qu'on se dit que non, on n'en parle pas parce que l'oncle Robert ou notre voisine de bureau, elle va nous sauter dessus et nous dire qu'on est un écolo-terroriste? Ou est-ce que finalement, on essaie d'en parler, mais de manière peut-être un peu décalée par rapport à l'idée qu'on en avait au départ? Vous l'avez dit en présentation et notamment en présentant les instigateurs de cette conversation carbone. Et moi, en regardant sur le site, en fouillant, je me suis rendu compte que donc c'est des petits groupes de 10 personnes d'échanges, etc. Et alors, un peu ironiquement, mais ça me faisait penser à des groupes de parole, etc. Et voire à des séances de psychothérapie. Donc, ce qui pouvait me mettre un peu en décalage. Mais en fait, finalement, cette partie de l'échange et de faire rentrer les émotions aussi dans quelque chose de très technique est une volonté de conversation carbone, puisque une des instigatrices est psychothérapeute, vous le disiez. Absolument. C'est même l'originalité, moi je trouve, et la grande force de cette méthode. Okay. Même si, évidemment, aucune des personnes qui ont été formées là sur le territoire, et donc ni Stéphane ni moi, ne sommes psychothérapeutes, ne prétendons l'être et ne le serons sans doute jamais. C'est une manière de mener les conversations. Donc il y a un certain nombre de prérequis. On a un maximum 10 personnes. Les gens s'engagent à aller au bout des 6 séances. Ils y arrivent pas mal. Globalement. Il y a toujours bien sûr quelques exceptions, mais bon, nous on est à notre 2e groupe et jusque-là c'est plutôt convaincant. Et ils s'engagent évidemment aussi à construire et à préserver ensemble un cadre de confiance
parce que des choses peuvent être dites qui peuvent être assez personnelles, assez effectivement émotionnelles. Donc, c'est des choses assez simples, comme l'engagement à ne pas juger, à être bienveillants les uns avec les autres. Et bien sûr, la possibilité pour chacun, à n'importe quel moment, de choisir de s'arrêter, de parler, de ne pas aller plus loin si un sujet est trop complexe, trop chargé pour lui. Voilà, et donc nous, on essaye d'être garant de tout ça pour que finalement, chacun puisse cheminer le plus loin possible dans, encore une fois, la compréhension de ce qui fait qu'il consomme, se déplace, s'alimente de telle ou telle manière. Il y a l'idée donc de ce parcours de soins, je l'avais un peu noté aussi, de choses qui vont se révéler au fur et à mesure des échanges qui peuvent naître. Comment les facilitateurs que vous êtes avec Stéphane peuvent parfois être amenés à affronter, peut-être, alors on n'est pas dans un cabinet de thérapie encore une fois, mais s'ils peuvent se dire des choses parfois fortes, comment, quand on n'est pas psychothérapeute ou thérapeute, comment on vit ce genre de choses et comment on l'absorbe pour continuer à avancer, et notamment à avancer en collectif. C'est vrai qu'alors, nous, on n'a pas été confrontés non plus à des situations de hyper, grands traumas. Voilà, c'est pas le but. Et d'abord, nous-mêmes, on a vécu ça pendant la formation, comme ça, des moments d'émotion forte, des moments où on se rend compte que oui, on a telle question de notre consommation, de nos habitudes de consommation, renvoie à tel épisode de notre histoire finalement assez intime, finalement assez fort, et que ça peut provoquer une émotion, mais que cette émotion, en fait, tout simplement, on l'accepte. Et donc, quand elle arrive chez quelqu'un, notre rôle à nous, mais c'est aussi assez rapidement le rôle que joue l'ensemble du groupe, c'est de l'accueillir tranquillement, de la nommer peut-être, de dire là je vois que ça c'est pour toi quelque chose d'assez intense, d'assez important, voilà, et de proposer à la personne soit de prendre un moment de calme, soit de passer à autre chose, voilà. Finalement, ce qui peut être plus compliqué, c'est de ce que j'en ai vu, pour le peu que j'en ai vu moi, parce qu'on est encore extrêmement débutant, c'est le fait que parfois les gens sont un peu découragés face à l'ampleur de la tâche, quoi. Et donc, même s'ils sont très contents d'en parler, même si ça soulage un certain nombre de choses, même si ça permet d'identifier des leviers nouveaux dans l'action, il y a quand même des moments où on se dit, mais bon Dieu, comment on va y arriver ? Dans les 4 objectifs de ces conversations carbone, l'un de ces 4 objectifs, et on va les passer en revue, voilà, je n'avais pas prévu dans cet ordre-là, mais c'est pas très grave, la perche est tendue, il y a réduire de moitié son empreinte carbone sur une période courte, 4-5 ans, c'est marqué sur le site. Voilà, donc comment ce cheminement et parfois les difficultés envisagées peuvent se concrétiser sur une période assez courte de 6 séances sur 2 mois. Alors, effectivement, c'est un objectif, mais qu'il faut prendre vraiment comme un horizon, je dirais plus qu'un objectif, parce que dans notre société actuellement, quand on parle d'objectif, c'est souvent quelque chose de très précis, à court terme, pas toujours réaliste ni réalisable d'ailleurs. Donc là, c'est vrai que moi, je parlerais plutôt d'horizon. Si on est à 4-5 ans, on est dans cette idée-là. Et donc, en fait, très concrètement, ce que la méthode propose, c'est pour chacun des 4 thèmes des outils de mesure, déjà, de voir où j'en suis, moi, dans ma consommation pour chauffer ma maison. Donc, il y a des relevés, on fait des relevés. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est des notions techniques qui sont simples. On n'est pas ni l'un ni l'autre scientifique. Je prends ma voiture ou mon vélo pour faire ces trajets-là. Exactement, voilà. Donc je fais combien de kilomètres en voiture, combien de kilomètres en train, à la fin, ça me fait quel poids carbone, en fait. Et je regarde sur le mois d'après qu'est-ce que je peux envisager pour réduire ça. Et donc, je vois comment je progresse. Mais c'est vrai que cette notion d'horizon, elle est très importante parce que pour l'avoir moi-même vécu, expérimenté, des choses qui paraissent impossibles à l'instant T deviennent pensables, envisageables à l'instant T plus 10 et peut-être faisables à l'instant T plus 20 ou 30. Et l'objectif des conversations carbone, c'est aussi ça, c'est d'ouvrir cette petite fenêtre où là où avant, je ne voulais même pas y penser, là, j'accepte l'idée et peut-être qu'un petit peu plus tard, je vais passer de l'idée au projet et du projet à l'action.
Autre axe, donc, ce qui est le premier logiquement, comprendre la relation entre son mode de vie et donc ses émissions de CO2. Donc on comprend par cet axe que une action a des conséquences et donc l'analyse, alors aussi bien individuelle qu'en petits groupes, en collectif, permet de le remettre en contexte et de prendre conscience de son poids carbone au sein de la société. Oui, exactement. La première séance, c'est poser les bases et justement par rapport à cet horizon dont on parlait, c'est de rappeler un peu d'où on part. C'est-à-dire que, alors évidemment, on va absolument pas pointer personne, mais on va... Personne n'est coupable. Voilà. Ouais. Personne n'est coupable, mais on est tous un peu responsables finalement. Et donc, on va rappeler des notions simples comme le fait que, en gros, l'empreinte moyenne carbone d'un Français aujourd'hui, c'est autour de 8 à 10 tonnes, tout dépend. On ne l'a pas rappelé dans cette émission, donc c'est très bien que vous le fassiez mais maintenant. Disons 10, c'est un chiffre plus rond. Que l'empreinte d'un Tanzanien ou d'un Bangladais, c'est plutôt 0,5 ou 1 tonne. Et que, en tout cas, encore une fois, pour que la Terre reste vivable et que l'humain y vive à peu près confortablement, il faudrait qu'on ait une empreinte carbone de 2 tonnes. Donc si on prend la moyenne, ça ne fait pas une division par 2, mais par 5. Ce qui est énorme, évidemment. Je pense qu'il y a très très peu de personnes qui sont à 2 en France ou dans notre territoire. Ça suppose vraiment une vie extrêmement organisée, un peu ascétique, mais en revanche, chaque kilo gagné compte. Bien sûr. Donc, compte parce qu'il permet de gagner du temps, de gagner un petit peu de temps pour continuer à inventer des solutions. Et voilà. Donc, on rappelle ça. On est à 10, on veut aller à 2. On dit qu'aller à 5 ou 6 tonnes, c'est relativement faisable. Ça demande d'organisation, etc. Mais voilà, c'est quelque chose justement qui peut être tout à fait atteint dans les 4-5 ans, division par 2, qu'après, ça sera plus dur. Plus on va se rapprocher des 2 et plus ça va devenir... Mais qu'il y a une marge de progression réelle qui n'envisage pas cette vie monacale en dehors de tout système, etc. Ouais. Le slogan, je me souviens plus du début, mais à la fin, c'est « sans devenir dingue ». Donc, réfléchir à son empreinte carbone et y travailler, surtout sans devenir dingue. Deuxième axe, donc se sentir, on en parle, c'est transversal évidemment, se sentir plus à l'aise et moins angoissé à l'idée de parler du changement climatique. J'imagine, pareil, on parle beaucoup d'éco-anxiété, notamment vis-à-vis d'une nouvelle génération, c'est plus ou moins prouvé, mais en tout cas, il y a un vrai sentiment de perte de contrôle de notre trajectoire écologique. Et effectivement, j'imagine que ces conversations-là, cette éco-anxiété, qu'elle soit nommée comme telle ou pas, apparaît et soulevée par les personnes que vous rencontrez dans les groupes de parole. Oui, nous, dans nos groupes, on n'a pas trop eu le cas. Moi, de ce que je connais de ça, c'est que c'est quelque chose qui concerne peut-être un peu plus les jeunes que les autres. Dans nos groupes, on a peu de jeunes pour l'instant, malheureusement. Mais ça va peut-être venir. Mais bien sûr qu'il y a des moments où les participants, effectivement, expriment, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans le registre du découragement, expriment le fait que c'est tellement énorme cet enjeu, ce chemin à parcourir, que comment on va y arriver et que même si moi je fais le maximum... quid de mes voisins qui font des barbecues 4 fois par semaine, qui vont au Maroc en avion tous les 2 mois, c'est sûr que etc. Et oui, cette question d'éco-anxiété, malgré tout, elle est présente, mais compte tenu de l'âge moyen, disons, des participants qu'on a nous, elle se projette. Elle n'est pas formalisée comme telle, j'imagine. Ou en tout cas, ce que j'ai dit, c'est qu'elle se projette peut-être plutôt sur les enfants, va sur les petits-enfants, que sur soi-même. Parce que finalement, quand on a 45, 50, 60, on se dit, bon, je vais avoir chaud, mais ce n'est pas moi qui vais vraiment payer les conséquences de ce qu'on est en train d'accumuler comme dette écologique. Et dernier axe, il y a analyser les réactions. Donc comment se passe ? Est-ce que vous avez déjà, c'est votre seulement deuxième groupe, mais est-ce qu'il y a déjà une analyse possible des comportements, etc. Est-ce qu'en 6 séances, on voit un cheminement qui s'est fait concret ? Ça dépend des personnes, mais oui, on voit des gens qui... on fait le point à la fin, on essaie de réfléchir à finalement, moi, qu'est-ce que j'ai changé depuis que j'ai commencé et qu'est-ce que j'envisage de pouvoir changer dans les semaines, les mois, les années à venir. Donc oui, on voit des progressions, mais encore une fois, je crois pas mal au fait que je parlais tout à l'heure d'ouvrir une petite fenêtre sur l'avenir, que pour être
pour avoir vraiment une idée précise de ça, il faudrait les revoir au bout d'un an ou 2 ans. Ça serait intéressant. Bon, là, on n'a pas encore le recul nécessaire, puisque nous, on a fait notre premier groupe au printemps 2023. On l'a terminé au début de l'été. Donc, voilà. Et là, on est en train de travailler avec le deuxième groupe. Vous parliez des publics. Qui sont-ils? Donc, on parlait de l'âge et puis aussi peut-être de leur catégorie. Est-ce que c'est des gens qui sont déjà sensibilisés au changement climatique, qui sont déjà dans les réseaux? Est-ce que vous avez réussi à toucher d'autres personnes, des curieux? C'est assez mixte. Il y a évidemment une part de gens déjà sensibilisés. Prêts à changer. Prêts à changer, voire des gens qui ont déjà changé des choses et qui se demandent... aborder le virage, si je ne veux pas devenir dingue, justement, je ne sais plus trop où sont mes marges de manœuvre. Okay. Mais l'enjeu, c'est de leur montrer, qu'éventuellement, ils prennent conscience et ils prennent envie d'en fait, d'aller parler à d'autres. C'est là qu'ils ont un rôle à jouer, ceux-là, peut-être le plus. Et puis, il y a des gens qui sont un peu, entre guillemets, au milieu du gué. Et puis, il y en a un ou deux dans chacun des groupes qui sont venus là plutôt sur la base d'une relation de confiance avec l'un des deux facilitateurs et qui, pour ce qui les concerne, eux, ont peut-être plus de marge de manœuvre que les autres. Et cette question de la confiance et de la relation humaine, elle est déterminante dans le fait que ces gens viennent. Donc l'idée, c'est aussi que dans la durée, les participants puissent recommander les conversations carbone à d'autres gens, de manière effectivement à aller peut-être de plus en plus vers des cercles de personnes moins prédisposées. Conversation carbone, on l'a bien compris avec la conversation, s'adresse aux individuels. Je voyais aussi qu'il pouvait s'adresser aux collectivités, aux entreprises. Est-ce qu'en Loir-et-Cher, c'est déjà développé ou... Alors, de ce que j'en sais, Aglopolis, la communauté d'agglomération qui a porté la démarche, a proposé à 2 de ses agents d'être formés. Et ces personnes animent en interne à la collectivité, donc auprès de leurs collègues agents territoriaux, un cycle de conversation carbone. Mais de ce que j'en vois, moi, ça pourrait tout à fait être proposé dans les collectivités, dans les entreprises. Alors après, c'est un petit peu de temps. Donc, en tout cas, à minima, les collectivités et les entreprises peuvent être un canal de communication pour sensibiliser les gens à ça, sachant qu'il y a peut-être justement un facteur confiance supplémentaire de la part des potentiels participants quand c'est leur collectivité ou leur entreprise qui amène la proposition. Comment est financée ces formations, votre rôle de facilitateur et puis la prise en charge pour les individuels, comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de coût pour les participants. Il y en a. Nous, on est bénévoles. Enfin, bénévoles. Oui, c'est-à-dire que certains le font dans le cadre de leur fonction professionnelle. Moi, je le fais au départ au titre de ma fonction professionnelle, mais je le fais sur mon temps personnel. C'est aussi le cas de Stéphane, qui, lui, le fait dans le cadre d'un engagement associatif où il est déjà bénévole, par ailleurs. Donc, il n'y a pas de coût. Le seul coût qu'il peut y avoir, c'est... un petit peu de photocopie, puisqu'on a des manuels. Et donc ça, c'est l'agglomération de Blois qui prend en charge ces petits coûts-là, mais c'est vraiment marginal. L'agglomération, elle est encline à poursuivre les conversations carbone. On est au 2e groupe. Est-ce que Stéphane et vous projetez déjà sur... Alors nous, on s'est engagé pour 3 groupes. D'accord. Okay. Voilà. Donc c'était la contrepartie, la contrepartie, c'était l'engagement. Donc on est donc dans le 2e. On va, je pense, en faire un 3e peut-être à la fin du printemps ou à la rentrée. Moi, j'ai déjà envie de continuer. Après, c'est quand même du temps. Donc, j'en doute pas. Voilà, il faut... Et l'enjeu aussi important, c'est de trouver les personnes. Parce qu'il y a le temps d'animation, mais il y a le temps en amont pour communiquer. Et justement, pour faire en sorte que les gens qui viennent ne soient pas trop convaincus d'avance. Sinon, évidemment, l'exercice a moins d'intérêt. Moins de valeur, et est-ce que l'intérêt réside aussi dans le fait de trouver d'autres futurs facilitateurs et d'augmenter la capacité à organiser des conversations carbone, ou pour l'instant, on en est encore à un stade
ou un groupe après l'autre avec 2 facilitateurs, ça suffit? Alors là, actuellement, il y a 6 binômes formés sur l'aglo. Okay, donc l'idée, c'est d'avoir 18 groupes, en gros, entre mars 2023, où on a été formé, et j'imagine l'été 2024, quelque chose comme ça. Donc les 6 binômes ont animé leur premier groupe. Ouais. Les deuxièmes groupes sont en cours ou en train de se mettre en place. Voilà. Pour la suite, je ne sais pas quel est le projet d'Aglopolis par rapport à ça. L'avantage aussi de la méthode, c'est que si nous, on a envie de continuer, en fait, on peut. Voilà, avec Stéphane, on est autonome, on a les outils en main. Donc, si on veut faire 25 groupes dans les 10 prochaines années, rien ne nous en empêche. Mais c'est vrai que le soutien de l'aglo, et pour les petits frais logistiques et pour la communication, est important. Parlons pratique. Comment, si je suis intéressé, comment rejoindre un futur groupe Conversation Carbone? C'est par Aglopolis, c'est sur le site de Conversation Carbone. Comment ça se passe? Comme le prochain groupe, nous, on ne l'a pas encore programmé. Ouais. Voilà. Ce qui est sûr, c'est quand il y a un groupe qui démarre, on fait de la communication sur nos réseaux sociaux personnels, professionnels. Ouais. Aglopolis communique aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un axe de progrès là-dessus pour mieux faire connaître les conversations carbone. Après, il y a quand même l'effet bouche à oreille qui peut jouer peut-être au bout d'un moment, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Comme on n'a pas non plus une capacité d'accueil énorme, là, on aura, pour ce qui nous concerne, donc 10 places à proposer à la rentrée, admettons. On est prudent sur la communication, parce que si aujourd'hui des gens nous appellent en disant « ça m'intéresse », on sera, nous, contraints de les faire patienter quelques mois. Mais il peut y avoir peut-être d'autres binômes dans le territoire qui ont des groupes qui vont démarrer. Et donc, on a un groupe de discussion sur un réseau social pour comme ça, échanger les informations et optimiser, mutualiser les possibilités. Ce sera vraisemblablement du côté d'Aglopolis que ça se passe pour avoir plus de renseignements, et du côté du projet d'Anaïs Grand, donc en charge du projet Life for Climate sur le territoire Loir-et-Cher. Voilà. Anaïs, qui est salariée de la collectivité, qui pilote le projet et qui en même temps, elle-même, on a été formés en même temps, et donc elle fait partie de ces 2 agents dont je parlais qui animent un groupe actuellement au sein d'Aglopolis. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur Conversation Carbone qu'on n'aurait pas, une question que je n'aurais pas posée, ou une information ou quelque chose à partager, Thomas? Moi, encore une fois, ce que j'en retiens, c'est que c'est quand même une nouvelle manière de rentrer dans le sujet. Et plutôt que de dire aux gens il faut que tu sois plus vertueux et d'être sur le registre de la morale ou de l'analyse technique, scientifique, tout simplement de discuter et de... Ce qu'on observe, c'est aussi quand les gens partagent leur expérience, quand les gens partagent leur histoire, quand ils expliquent pourquoi et comment c'est important pour eux de progresser sur ce point-là et comment eux ici sont pris, mais dans un registre de témoignage, encore une fois, et non pas de donneur de leçons. C'est finalement ça qui va le plus parler et sensibiliser les autres personnes. Donc, c'est en fait ça qu'on essaye de faire, je crois, c'est d'avoir des gens qui, après avoir fait les conversations carbone, sont capables de témoigner et de le faire de manière suffisamment claire, suffisamment tranquille, suffisamment généreuse, pour que les gens qui vont les écouter aient eux aussi envie de passer à l'action. D'être des ambassadeurs du projet en cours et du changement à faire. Merci beaucoup pour cette conversation, Thomas. Voilà, je ne pouvais pas ne pas la faire, désolé. L'émission évidemment est à réécouter en intégralité en podcast sur le site de ZF à la page de la chose commune. Merci beaucoup Thomas Atrijan, donc de Biocentre, d'avoir parlé de cette conversation carbone. Toutes les informations donc pour en savoir plus sur ce sujet seront à retrouver sur la page de la chose commune. C'est la fin de cette émission. À très vite pour une nouvelle émission. Merci à toutes et à tous. À bientôt.